Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer mes principales bêtises dans la bourse. Je vais vous montrer en détail mes principales erreurs et ce que j'ai appris avec tout ça. Ça, je sais pas seulement celui qui apprend avec ses erreurs, mais c'est lui qui apprend par rapport aux erreurs des autres aussi. Donc c'est pour ça que je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je suis sûr que cette vidéo sera enrichissante pour vos investissements à long terme. Bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, je parle de ma passion pour les investissements à long terme. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce type de sujet vous intéresse. La première chose que je voudrais vous expliquer, c'est la différence des deux catégories d'erreurs. En fait, on a les erreurs qui sont nécessaires et on a aussi les erreurs qui ne sont pas nécessaires, parfois bêtes et débiles. Les problèmes de la société de penser que commettre des erreurs c'est bon, c'est qu'avec ces raisonnements, on peut déconsidérer la possibilité d'étudier pour apprendre sans commettre des erreurs. Donc, comme j'avais dit, on a deux types d'erreurs, deux catégories, les erreurs qui sont nécessaires et les erreurs qui ne sont pas nécessaires. Dans la catégorie des erreurs nécessaires, là, la personne elle va confronter un nouveau défi. Elle ne va pas donc avoir une référence, elle ne va pas avoir des exemples. Donc, dans un schéma inconnu, dans un sujet inconnu, c'est normal de commettre des erreurs. Mais vous êtes d'accord avec moi par rapport aux sujets d'investissement, la bourse est la plus de 2 siècles. Donc, c'est sûr que quelqu'un a déjà commis beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre avec ceux qui ont commis des erreurs. Comme ça, on peut éviter de commettre ces erreurs dans notre portefeuille et dans nos investissements. Ce qui va nous sauver beaucoup de rentabilité à long terme. À partir du moment qu'on ne cherche pas à apprendre avec les erreurs des autres, on peut commettre des erreurs bêtes qu'on pourrait éviter. Du coup, une erreur bête, c'est quand quelqu'un a déjà commis une erreur et vous allez faire exactement la même chose. Donc, évitez ça dans vos investissements. Moi, j'ai commencé à investir en 2010 sur les trésors brésiliens, ce qui équivaut plus ou moins au livret A en France. À cette époque, donc, notre trésor, notre livret A au Brésil, payait 10% par an. Oui, 10% par an. C'est ces niveaux de taux qu'on trouve dans les pays émergents. Comme les marchés émergents est plus risqué par rapport aux pays qui sont déjà développés et les stabilités du gouvernement c'est pas si élevé, en fait, on va trouver des taux plus élevés. Et en théorie, les trésors des pays sont l'investissement plus stable et fiable car ce sont les États qui vont assurer l'investissement, vont assurer de vous payer ces taux-là. Donc, si un État va faire faillite, vous pouvez imaginer que déjà les banques et les autres institutions financières ont déjà fait faillite à longtemps. Voilà, du coup, j'ai commencé avec cet investissement très conservateur. Avec 10% par an, c'est que c'est énorme. Sauf qu'entre 2011 et 2012, les taux de trésor brésilien a commencé à diminuer. Et la tendance à l'époque, c'était d'encore diminuer. Et en fait, quand les gouvernements diminuent les taux d'intérêt des trésors, ça en fait va attirer les investisseurs vers des actions, vers des actifs. En fait, comme les investissements sur du trésor vont payer moins, les investisseurs vont commencer à chercher des rentabilités plus élevées ailleurs. Et c'était mon cas. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans les marchés boursiers entre 2011 et 2012. Du coup, je voulais avoir une rentabilité plus élevée. C'est pour ça que j'ai pris une partie de mon argent qui était dans les trésors pour mettre dans les marchés boursiers brésiliens. Et c'est là que j'ai fait ma première erreur. En fait, je suis entré dans les marchés boursiers sans avoir un plan d'action, sans avoir une stratégie, sans avoir un objectif. Du coup, la première erreur, c'est de ne pas avoir une stratégie. En fait, dans les stratégies, il faut avoir un objectif. C'est quoi votre objectif d'investir dans la bourse? C'est quoi votre horizon d'investissement? Et quelle sera la répartition et la diversification de votre portefeuille? Voilà, du coup, à l'époque, mon portefeuille était constitué de la moitié du trésor brésilien et l'autre moitié avec 4-5 actions. Mais moi, je n'avais pas l'objectif de distribution des poids et diversification dans mon portefeuille. Aussi, je n'avais pas dans ma tête c'était quel mon objectif principal avec mes investissements. Je voulais gagner, bien sûr, comme tout le monde, mais il faut établir un objectif pour garder à long terme. Un peu plus tard, mon objectif c'était clair, c'est le même jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir l'indépendance financière pour vivre de mes rentes passives. Comme ça, je peux développer mes projets personnels et aussi aider ma famille. Par exemple, à cette époque aussi, j'avais mis trop de poids dans une certaine action que c'était des Vale. C'est une entreprise des minéraux au Brésil. C'est un type de société très dépendante des matières premières. À l'époque, je n'avais pas connaissance de tous ces sujets. Donc, c'était une erreur que j'ai commise, ne pas avoir une stratégie. Si vous venez de commencer dans la bourse, il faut passer un peu de temps pour penser c'est quel est votre objectif, votre horizon d'investissement et comment vous allez diviser votre portefeuille. Bien sûr que la constitution et les poids de portefeuille, il va changer au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience et vous allez accumuler plus de patrimoine. Mais pour commencer, c'est beaucoup mieux d'avoir un objectif. Ça va vous tenir dans les chemins jusqu'à arriver à votre objectif final. Pour établir cet objectif des poids et diversification, il faut connaître un peu les marchés boursiers. C'est pour ça que je vous conseille de lire les principaux livres de marché boursier ou sinon s'informer sur YouTube, sur des articles sur Internet, etc. La formation doit faire partie constante de ceux qui souhaitent investir dans les sociétés cotées dans la bourse. Ça fait partie de l'économie réelle, du coup les connaissances des bases, c'est un prérequis. Cette vidéo ne concerne pas de raconter mon historique dans la bourse et dans les mondes d'investissement,
Mais une fois que j'ai commencé à approfondir mes connaissances, c'est devenu beaucoup plus clair mes objectifs et aussi comment faire les managements du portefeuille, jusqu'au moment que je suis devenu analyste financier, juste grâce à la passion d'analyser les marchés financiers. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de changer mes actions dans mon portefeuille sans avoir une bonne raison pour ça. Une fois que vous commencez à faire l'analyse fondamentale, donc vous connaissez les ratios fondamentaux des sociétés, comme par exemple les Price Earnings Ratio, donc un ratio de valorisation, connaître les marges nettes, les marges d'exploitation, connaître les ROI, les Return on Equity, qui c'est les retours sur le capital propre. Donc une fois que vous commencez à étudier une société, à comprendre comment fonctionnent les business, vous allez l'acheter. Une fois que vous avez acheté cette société, vous allez la vendre simplement quand vous avez des bonnes raisons pour ça. Donc, c'est pas parce que l'action a tombé 15% que vous allez vendre si elle n'a pas perdu ses fondamentaux. Si la marge, si les business, si la société continue très bien, les 15% des chutes peuvent être expliqués pour une centaine de raisons qui ne sont pas liées au business de la société en soi. Comme par exemple, le fonds d'investissement décide de vendre simplement une bonne partie de ses actions de cette société, ça peut faire les cours tomber. Ou aussi, une expectative future pour les secteurs peut faire diminuer. À court terme, les marchés il est très volatile et instable. Mais à long terme, il faut penser toujours aux fondamentaux des sociétés. Aussi, une chose importante à remarquer, c'est que l'effet d'échanger tous les temps des actions dans les portefeuilles va faire une rotation en fait des actifs et vous allez payer beaucoup de frais. Aussi, vous n'allez pas faire attention en fait aux fondamentaux et vous allez toujours penser aux news de marché, ce que les gens sont en train de dire. Ça va en fait vous cacher les bonnes raisons d'acheter une société. C'est devenir un partenaire, un actionnaire pour gagner de la rente passive et profiter de la hausse de l'action. N'oubliez pas que pour les courtiers, plus vous changez vos actions dans le portefeuille, plus ils sont gagnants. Et la pensée de long terme, c'est justement de changer le moins possible les portefeuilles. C'est de garder de la richesse, c'est d'accumuler de la richesse. Ma troisième erreur dans la bourse, c'était de vendre lorsqu'une crise s'est installée. Je suis chanceux car j'ai commis cette erreur quand j'avais pas beaucoup d'argent et c'était entre 2013 et 2015. Comme vous pouvez voir dans les graphiques suivants, les marchés brésiliens ont beaucoup souffert entre 2012 et 2015. C'était en 2016-2017 plutôt que les marchés ont commencé à avoir une hausse très élevée. Donc imaginez quelqu'un qui a commencé à investir en 2011-2012, il voyait une grande partie des actions tomber à chaque fois plus. Donc la tendance des investisseurs, c'est simplement de vendre les actions et rester hors du marché. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique que ça, c'est pas une bonne stratégie et je montre pourquoi dans cette vidéo ci-dessus où je parle de la hausse du marché, s'il faut continuer à acheter dans toute période de marché, des hausses ou des baisses. En fait, l'effet de vendre les actions et rester hors du marché, on peut rater la hausse du marché. Même les premiers jours de hausse peuvent avoir des 8 à 10% de hausse et rater les principaux jours d'augmentation des valeurs dans la bourse peut vous coûter très cher à un niveau de rentabilité. C'est exactement ça que je montre dans la vidéo ci-dessus. En fait, les chutes systématiques de marché servent en fait pour accumuler encore plus. Donc, si vous avez de l'argent à côté, c'est que vous devez avoir, vous allez utiliser cet argent pour acheter encore plus d'actions une fois que le marché il va tomber. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens font une liaison différente entre les marchés immobiliers et les actions. En fait, vous imaginez que vous êtes propriétaire d'un appartement, il y a une crise immobilière et les prix chutent 50%. Probablement, vous allez penser à acheter encore plus des appartements car vous savez que ça c'est un actif et normalement ça doit se valoriser. Chuter 50% d'un jour sur l'autre, c'est pas une chose rationnelle dans les marchés. Par contre, dans les marchés boursiers, les gens font exactement le contraire. Les gens achètent très haut, achètent avec une valeur très élevée et elles vont vendre une fois que le marché il va tomber. C'est exactement quand le marché va tomber que vous devez acheter encore plus. Donc, dans une prochaine crise qui peut arriver, normalement tous les décennies on a une grande crise, ce qui n'empêche pas d'avoir une bonne rentabilité à long terme, profitez pour acheter encore plus d'actifs. C'est en train d'accumuler les actifs que vous allez devenir riche et bâtir l'indépendance financière. Donc, par exemple, au début 2020, on a une grande chute. Ceux qui ont profité de la crise 2020 pour acheter encore plus d'actions, ils sont très contents. C'est mon cas et j'espère que ce soit les tiens aussi. Du coup, comme vous pouvez voir dans les graphiques suivants, la hausse du marché brésilien était énorme après 2016. Du coup, l'effet d'avoir vendu une partie de portefeuille entre 2015 et 2016 et rester hors de marché, c'était pas bon choix à l'époque. La quatrième erreur que c'est normal de commettre pour tous les débutants, c'est d'essayer de trouver les timings de marché, de trouver les bons moments d'acheter l'action. Car vous pouvez remarquer que même les actions pourries des entreprises qui n'ont même pas des marges ou des bénéfices, elles peuvent avoir des hausses et des baisses et vous pouvez profiter de cette petite hausse pour gagner dans le marché. Bien sûr, ça, si vous achetez dans les bons moments. Les problèmes, c'est que personne ne peut deviner les bons moments. Les investisseurs de court terme utilisent l'analyse technique pour trouver des résistances et des autres ratios liés à l'analyse technique pour trouver les bons timings de marché. Le problème, c'est que 98% des gens qui utilisent de l'analyse technique, ils sont perdants à long terme. Cette information, elle vient directement des courtiers du monde entier. Il y a des dizaines d'articles qui montrent ces données. Mais du coup, vous pouvez me dire qu'acheter une action dans les bons timings, c'est important car vous pouvez être gagnant à avoir une rentabilité
plus élevée. C'est vrai, mais comme on ne peut pas deviner la hausse ou la baisse d'une action et on investit à long terme, on fait une analyse fondamentale d'action de la société. Et pour nous, de l'analyse fondamentale qui investit à long terme, l'évaluation, la valorisation de la société, c'est la chose plus importante liée au timing. Si une action elle est surcotée, elle est survalorisée dans les marchés, donc la probabilité qu'elle gagne encore du marché, c'est moins élevé. Elle doit tenir en fait une croissance très élevée, car l'attendu c'est déjà une grande croissance. Elle doit tenir ça à long terme pour continuer à progresser dans les marchés. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport aux ratios boursiers des valorisations. Je vais laisser les liens ci-dessus. Du coup, mon expérience par rapport aux timings, c'était qu'à l'époque, quand j'ai commencé à investir, j'essayais de deviner les bons moments d'acheter une action. Et en fait, la meilleure stratégie, c'est simplement faire des achats constants. Acheter une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Comme ça, vous allez lisser l'effet de la volatilité. Si le marché il va monter et après il va descendre, pas grave, vous allez acheter dans les points plus hauts, aussi dans les points plus bas et vous restez dans la moyenne. C'est beaucoup mieux de rester dans la moyenne que d'essayer de mettre beaucoup d'argent d'un seul coup et tomber dans les mauvais moments de marché. Ça, c'est un type de diversification aussi. La diversification sur les timings. Beaucoup de personnes ne parlent pas de ça, mais c'est très important. La 5e erreur, elle est très importante. S'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est cette 5e erreur. Il faut avoir de la réserve d'urgence et la réserve d'opportunité. Là, je vais expliquer la différence. Donc, la réserve d'urgence, vous allez utiliser pour les urgences. Si vous allez perdre les boulots, un problème de santé dans la famille, vous allez avoir un grand problème. Là, vous allez utiliser la réserve d'urgence. Aussi, par exemple, si vous avez un problème avec votre voiture, vous avez besoin de la voiture pour aller travailler, etc. En fait, la valeur que vous devez avoir des réserves d'urgence, c'est au moins 6 fois vos dépenses mensuelles. On suppose que pour votre style de vie, vous avez besoin de 2 000 € par mois. Vous allez faire 6 fois 2 000 €, c'est que donne 12 000 €. Donc, vous devez avoir 12 000 € gardés dans la banque, dans les livrets A, dans les types d'investissement plus sûrs possible et que vous pouvez avoir une liquidité immédiate. Si vous avez besoin de cet argent aujourd'hui, maintenant, vous pouvez aller là-bas et prendre cet argent. Ça, c'est très important et ça va vous donner la tranquillité. Même si vous voulez changer de boulot, changer de pays, etc., vous savez que vous avez 6 mois de salaire réservés pour faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de réserve d'urgence et vous voulez commencer à investir, commencez à faire moitié-moitié. Si vous avez 400 € par exemple pour investir dans la bourse, des 100 € dans la bourse, des 100 € de réserve d'urgence jusqu'à bâtir votre réserve d'urgence. La deuxième réserve, c'est la réserve d'opportunité. En fait, ça fait partie du portefeuille d'actions. On suppose que vous avez 10 000 € dans un portefeuille d'actions. Ça veut dire que 7 000 doit être investi dans les actions en direct ou dans les ETF et 3 000 jusqu'à 1 000 €, vous devez avoir un liquide pour acheter des actions une fois que les marchés peut tomber ou une certaine action de marché peut tomber sans une bonne explication, sans perdre en fait les ratios fondamentaux de l'action. Donc la réserve d'opportunité en fait, c'est d'avoir entre 30 et 10% de votre argent d'investissement boursier pour profiter les opportunités de marché. C'est pour ça qu'elle s'appelle réserve d'opportunité. Imaginez par exemple, le PDG de Google demain, il va se mettre dans une polémique. Donc, ça va faire le cours de l'action tomber 30%. On sait que ça, c'est pas lié au business en soi de Google. Vous pouvez profiter de ça pour acheter une excellente action. La réserve d'opportunité permet aussi, une fois que le marché va tomber dans les crises systématiques de marché, comme on a eu au début de l'année 2020, pour acheter encore plus d'actions. C'est cet argent-là que vous allez utiliser pour acheter encore plus d'actions dans les marchés boursiers. En fait, les deux réserves, elles sont complémentaires. On suppose que vous avez un problème dans votre vie, du coup, vous n'allez pas prendre l'argent qui est investi dans la bourse, mais vous allez utiliser la réserve d'urgence. Imaginez par exemple si je n'ai pas une réserve d'urgence, il se passe quelque chose de très urgent avec ma famille au Brésil, je ne dois pas en fait retirer mon argent de PA et de mes investissements car je vais avoir déjà la réserve d'urgence. Donc je vous conseille, il faut avoir une réserve d'urgence et d'opportunité. Ça, c'est les conseils plus importants pour la vie, je pense. Et les 4 premiers, ce sont des conseils que vous allez utiliser vraiment pour améliorer vos investissements dans la bourse. Je vous invite aussi à partager vos erreurs dans les commentaires de la vidéo. Ça peut aider des autres collègues à ne pas commettre les mêmes erreurs. En bourse, en fait, il suffit d'être correct la majorité du temps, mais pas tous les temps. On ne peut pas faire que des bons choix pendant des années et des décennies. Et c'est pour ça, en fait, que vous devez apprendre à chaque fois plus et faire des analyses à chaque fois plus poussées. Ou sinon, rester tranquille avec des ETF. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à la prochaine.